Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de nos capacités que nous avons, de deux capacités que nous avons qui nous différencient des entités sans âme et que les entités sans âme utilisent et détournent pour nous faire créer la réalité qu'elles veulent, mais qui paradoxalement sont vraiment les issues face aux entités sans âme. Et ces capacités sont nos capacités créatrices et notre conscience. Donc ça, c'est très très important. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que samedi 1er février 2025 de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel avec l'ENA à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et le terme de cette conférence, c'est les grands mythes. Comment les mythes sont connectés aux entités sans âme et comment les entités sans âme nous manipulent via des mythes. Donc là, bien évidemment, on parlera du lien entre mythes de l'Antiquité et présence d'entités non humaines. On parlera de la connexion avec le culte solaire. On parlera aussi du lien entre mythes et rituels sataniques, puisque très souvent, des mythes sont rejoués lors de rituels sataniques. On parlera du lien entre la mise en scène de mythes et la pièce de théâtre de l'actualité, mais on parlera également de mythes qui sont utilisés par les entités sans âme et par le système de contrôle. On parlera de mythes comme le pastorisme de l'imposteur. On parlera également de mythes comme Nikola Tesla, qui est un personnage qui a joué un rôle et le rôle du soi-disant génie incompris pour que les masses consentent aux technologies des entités non humaines et de la Tartaria. On parlera des mythes poussés par le scientisme, mais on parlera également de mythes générés de toutes pièces. Deux mythes générés de toutes pièces, c'est Donald le canard et Elon le parfum. Non pas dans le sens où ils n'existent pas, mais où c'est des personnages qui sont joués par des acteurs ou un groupe d'acteurs, des clones plus exactement. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, venez à notre conférence qui aura lieu à Paris le samedi 1er février 2025 de 12h à 18h. Sachez également que j'organise un webinaire le samedi 15 février en direct de 18h à 22h sur le thème de la dimension cinématographique et sur le thème de la magie du chaos. Donc on verra comment le cinéma est connecté à la magie du chaos et comment la magie du chaos est connectée au système de contrôle, au ciblage en réseau notamment. Donc, c'est un webinaire inédit sur une thématique nouvelle et extrêmement importante parce que méconnue. Et la magie du chaos, c'est vraiment une des faces les plus utilisées par les entités non humaines et par les sociétés secrètes pour manipuler le troupeau humain. Donc sachez que tous nos webinaires sont disponibles sur notre site librairiedubonheur.com. Donc je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez vous inscrire à la conférence du 1er février 2025, mais aussi pour que vous puissiez commander ou vous inscrire plus exactement à notre webinaire
du samedi 15 février 2025 et pour que vous puissiez commander, si vous le souhaitez, les enregistrements de tous nos webinaires depuis janvier 2024. Donc, en cas de commande, je vous envoie sous 24 heures le webinaire enregistré par grosfichier.com. Donc, maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai commencé des shorts. C'est une première. Et dans les shorts, il y a une série sur les grands auteurs de l'ufologie et de cette recherche de vérité. Et c'est une série de shorts qui s'appelle Portrait de pionnier. Donc, le premier short, c'est sur John Keel. Et le deuxième short, ça sera sur Jimmy Gue. Donc là aussi, pour ceux qui aiment le format short, c'est vraiment une série intéressante et inédite, où vraiment je donne les grandes lignes de la vie de pionniers qui ont fait avancer cette recherche de vérité. Et cette fois, sans plus attendre, place au podcast. Donc, les entités sans âme n'ont pas d'âme, donc n'ont pas de connexion divine. Ces entités n'ont aucune empathie, elles n'ont aucun amour, elles n'ont aucun trait de caractère qui les rendent vivantes, qui les rendent organiques. Ce sont des entités qui ont une intelligence extrêmement développée, mais c'est une intelligence clinique, robotique, d'entités qui sont programmées pour faire le mal littéralement et pour vampiriser. Elles sont programmées pour justement détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est organique. Parce que la guerre entre le bien et le mal, c'est la guerre entre synthétique et organique, ou organique et synthétique plus exactement. Et justement, tout ce qui est maléfique n'a pas de connexion divine. Le mal, la souffrance ne font pas partie du plan de la source, de l'amour universel, qui est vraiment la force, le créateur, la créatrice. Donc c'est quelque chose qui est à la fois intérieur à chaque personne, chaque être vivant, organique, qui a une connexion divine, et quelque chose qui est à la fois partout. La source, c'est ça. Et c'est une lutte entre les entités sans âme et les anges déchus, qui sont des créatures synthétiques. C'est une lutte contre la source. Donc, je vais faire simple. Et les entités sans âme cherchent à prendre nos âmes et vampiriser notre connexion divine. Et elles cherchent à mettre en place les interunivers dans notre réalité pour incarner justement les anges déchus dans cette fausse création, pour que les anges déchus qui ont mis en place cette fausse création, mais qui sont de nature spirituelle, puissent utiliser cette fausse création pour détruire la vraie création. Je simplifie les choses, mais c'est ça le plan des entités sans âme. Quand je parle d'anges déchus, c'est les êtres qui ont voulu avoir leur propre création pour la vampiriser. Et ces anges déchus, autrement dit le démiurge, le diable, Lucifer, Satan, Ahriman, ont mis en place une fausse création de nature plasmatique qui fonctionne comme une simulation. Et les entités sans âme sont des émanations de cette simulation, des programmes de cette simulation qui peuvent reprogrammer la simulation depuis l'intérieur. Et ce sont les entités sans âme qu'on appelle les djinns, les démons, les archontes, dont on va parler. Parce que ce sont elles qui dirigent cette matrice, cette fausse création. Et
elles nous manipulent à tous les niveaux. Au niveau des pensées intrusives, via les pensées intrusives, donc par le mental, au niveau astral, par les abductions en astral, les implants éthériques et la manipulation de l'au-delà et des cycles d'incarnation, réincarnation, puisque l'au-delà est la continuation de la manipulation et manipulé, contrôlé par les entités sans âme qui vont ensuite nous incarner dans des vies simultanées en fonction de chemin de vie qui est lié au choix des entités sans âme. En fait, elles nous leurrent dans des cycles d'incarnation et de réincarnation. Et ces entités nous manipulent aussi au niveau physique via les abductions et en modifiant cette réalité et la forme humaine via des épandages essentiellement, mais aussi certaines procédures contenant des nanotechnologies pour justement à terme mettre en place les inter-univers dans cette réalité et modifier totalement le vivant pour favoriser l'entrée des entités des anges déchus, l'incarnation des anges déchus dans cette fausse création. Et les objets connectés, les grands rituels comme ce qui s'est passé en 2001, 2020, mais aussi les false flags, tout cela s'est connecté à un énorme rituel pour modifier la réalité et pour incarner dans la matière les anges déchus. Et à l'heure actuelle, les entités sans âme sont en train de reprogrammer cette réalité de notre pensée au corps physique en passant par le monde astral et les cycles d'incarnation, réincarnation. Et pour nous manipuler, elles court-circuitent deux choses qu'elles n'ont pas et qu'on a, c'est nos capacités créatrices et notre conscience. Et ça, c'est absolument fondamental. Ce qui nous différencie de ces entités, en dehors de l'empathie, de l'amour que l'on a, en dehors aussi de la conscience de nous-mêmes, c'est la créativité et la conscience qui est liée à la connexion divine. Et ces entités ont peur de nos capacités créatrices, elles ont peur de notre conscience. Donc, pour les capacités créatrices, elles cherchent à les détourner. Et pour notre conscience, elles cherchent à la casser, à l'enfermer via le subconscient. Donc par notre capacité créatrice, les entités vont nous leurrer à créer un canevas de réalité pour que les entités puissent projeter leur programme, leur réalité. Donc en fait, quand les entités prévoient un événement, par exemple l'événement de 2020 ou l'événement de 2020, elles le prévoient dans leur programme. Ensuite, elles nous leurrent à créer un canevas de réalité pour qu'on crée une réalité, un canevas de réalité de basse vibration compatible avec l'événement voulu par les entités sans âme. Les entités sans âme vont ensuite projeter leur événement dans cette réalité. Donc l'événement est programmé à l'avance, puisque toute cette réalité est un programme, mais les entités sans âme ne peuvent projeter cet événement que si on crée, non pas l'événement, mais le canevas de réalité pour que les entités puissent projeter l'événement et pour que l'événement se crée dans le physique. Sinon, elles ne peuvent pas, puisqu'elles n'ont pas de capacité créatrice à proprement parler. Elles ne peuvent pas créer de canevas de réalité. Le canevas, c'est un petit peu comme l'écran d'un projecteur. Donc,
Donc, pour faire simple, les entités vont détourner nos capacités créatrices pour qu'on crée les conditions pour qu'elles mettent en place leur plan, pour qu'elles projettent leur réalité, puisque notre monde est une simulation et ça fonctionne comme une projection, comme l'arène du film Hunger Games où tout est projeté. Donc le canevas de la réalité, ça correspondrait aux grandes constantes de la physique. Vitesse de la lumière, constante de la gravitation universelle, constante de l'électron. C'est essentiellement toutes ces constantes font partie du canevas de la réalité. Mais il n'y a pas d'autre chose. Donc, il y a d'autres choses. Et ce que les entités veulent nous faire faire, c'est créer une réalité de très, 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 très basse vibration. Donc, elles vont, via notre subconscient, qui est issu de modifications génétiques de la part de ces entités sans âme, elles vont nous faire créer une réalité de basse vibration. Le subconscient est connecté à notre ADN. Le subconscient est lié à notre ADN. Si on modifie le subconscient, on modifie notre ADN. Si on modifie l'ADN, on modifie le subconscient. Donc, subconscient et ADN sont totalement liés. Pourquoi? Parce que l'ADN, c'est la molécule qui a l'information, qui contient l'information, le code génétique pour construire notre organisme. Et du reste, il y a les mêmes mécanismes au niveau de l'astral, mais l'ADN fonctionne également comme un émetteur-récepteur de photons de faible amplitude, autrement dit de particules élémentaires, qui sont les constituants essentiels de cette fausse création. Donc l'ADN est à la fois une antenne qui reçoit de l'information et un émetteur. Donc si le subconscient est modifié, la conformation de l'ADN est modifiée, donc l'information reçue par l'ADN est modifiée et l'information envoyée par l'ADN est modifiée. Autrement dit, la réalité est modifiée. Donc, les entités non humaines vont nous faire créer la réalité qu'elles veulent. Déjà, comment elles le font? Par le cirque de la politique. Cirque de la politique, c'est quelque chose qui est là depuis l'époque de la Tartaria. Ça portait d'autres noms, mais c'était toujours là. Et il y avait toujours, surtout après la chute de la Tartaria, tout un cirque de la politique, qui est en fait une grande pièce de théâtre programmée de A jusqu'à Z par les entités sans âme. Par exemple, Donald le canard, s'il est là, c'est que c'est programmé. Et c'est quelqu'un qui est joué par un acteur et un groupe d'acteurs qui jouent le rôle de Donald le canard, qui s'appelle peut-être même Donald le canard, mais c'est tout un rôle. Les acteurs de la politique sont programmés dans cette réalité. C'est comme Kennedy était programmé dans cette réalité pour jouer son rôle et ensuite être rituellement assassiné. Notre réalité, c'est une énorme programmation. C'est quelque chose qui est totalement programmé. De même, de même, les papes, les présidents de tous les pays, les rois, les reines, tout est programmé dans la structure même de la fausse création. Il faut voir ça comme une pièce de théâtre, un jeu. Donc, pour faire simple, la pièce de théâtre et la politique, c'est une pièce de théâtre. C'est un jeu programmé de A jusqu'à Z. C'est pour ça que je ne parle même pas d'élection, mais de sélection. C'est un jeu. C'est même pas une sélection, c'est un jeu où les gens consentent à un programme. D'ailleurs, les politiques
parle de programme politique. Donc le cirque de la politique, c'est quelque chose, c'est une notion qui contient des virus psychiques. Et c'est connecté au programme du faux sauveur externe. C'est connecté au fait que les gens donnent leur pouvoir, littéralement, à des faux sauveurs externes. C'est aussi connecté à la peur de ci, la peur de ça, je ne parlerai pas de tout ça, mais c'est connecté à la peur, c'est connecté au programme du faux sauveur externe, et le but de ce cirque, c'est que les gens consentent à donner leur pouvoir à un sauveur externe, qui est un acteur qui joue un rôle ou un groupe d'acteurs, un groupe de clones, contrôlé par des entités non humaines et les réseaux sataniques et les sociétés secrètes. Donc quand les gens sont pris dans le cirque de la politique, et tout est fait pour prendre les gens dans le cirque de la politique, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé en 2024 aux États-Unis, comment les gens étaient poussés à participer à ça. C'est pareil en France, c'est pareil en Grande-Bretagne, c'est pareil en Russie à un autre niveau, mais c'est pareil dans tous les pays. Les gens sont mis dans le cirque de la politique. C'est même dans la Russie stalinienne, par exemple, et dans l'Allemagne des années 30, où, soi-disant, c'était des partis uniques, en fait, c'est un espèce de jeu, puisque dans tous les systèmes politiques, il n'y a qu'un parti unique, les gens étaient poussés, contraints à rentrer dans le cirque de la politique. Donc ça tirait les gens vers le bas. Et là, les gens ne sont même pas contraints. Tout a été fait pour que les gens, par eux-mêmes, par effet de groupe, par effet mouton, rentrent dans le cirque de la politique, que ce soit politique mainstream ou politique alternative. Et toute cette notion contient des virus psychiques. C'est des notions chargées. La notion de politique, c'est une notion chargée par des virus psychiques qui provoquent des disputes, qui provoquent des colères. Par exemple, beaucoup de personnes, s'ils parlent de politique, ça tourne au pugilat. Même dans des familles et tout ça, il y a des familles qui volent en éclats à cause de la politique. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est des virus psychiques. Et quand les gens consentent à cela, quand les gens rentrent dans cela, autrement dit, quand ils ne saisissent pas que tout est pipé de A jusqu'à Z, que c'est un énorme jeu, une pièce de théâtre, les gens sont pris, happés là-dedans, et littéralement, ça tire vers le bas. C'est pas forcément militer ou quelque chose comme ça, c'est quand on pense que ce cirque n'est pas un cirque, en fait. Quand on pense que c'est quelque chose qui est réel et tout, on est pris dedans d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment se détacher et bien comprendre que c'est un cirque, et c'est pas ne pas être informé. Donc quand les gens rentrent dans le cirque de la politique, ça affecte le subconscient et ça tire les gens vers le bas. Ça agit sur le subconscient, qui agit sur l'ADN, qui modifie la conformation de l'ADN, et les gens vont se mettre à créer un canevas de réalité de basse vibration. Et ensuite, les entités sans âme vont projeter leur réalité sur le canevas. Et le plan des entités sans âme avance. C'est un espèce de consentement. C'est un espèce de consentement extorqué. Et c'est pareil pour le cirque de la géopolitique. Là aussi, pareil, tout est contrôlé de A jusqu'à Z, tout est mis en scène. Que ce soit les événements
que ce soit les événements sur le territoire de l'ex-URSS qui durent depuis 2022, que ce soit les événements au Proche-Orient et dans d'autres pays, tout est manipulé, programmé par les entités non humaines. C'est un jeu, une pièce de théâtre entre entités. Il faut voir ça vraiment comme un jeu vidéo, comme un scénario mis en place par les entités censales pour vampiriser. Donc les gens vont rentrer dans le cirque de la géopolitique. Oh, la menace de tel ou tel pays. Oh, la menace de tel ou tel tyran en fait, qui est contrôlé par les entités censales. Ça, comme les soi-disant démocraties qui sont contrôlées par les mêmes forces, c'est un jeu. Là, ça met les gens dans la peur, ça agit sur le subconscient, et ça fait que les gens créent une réalité de basse vibration. Donc les gens vont créer une réalité, un canevas de réalité de basse vibration compatible avec le plan des entités censales, s'ils ne comprennent pas que c'est une mise en scène, puisque ça affecte le subconscient. On va en parler un petit peu plus loin, d'où l'importance de s'informer. Avec l'information, on peut comprendre que la politique est une mise en scène, que la géopolitique, c'est une pièce de théâtre. À partir du moment où on comprend ça, où on est conscient de ça, l'impact est moindre. Et ça affecte moins le subconscient, donc moins notre capacité de créer la réalité. Notre subconscient est aussi affecté par les égrégores généraux. Ça, c'est des égrégores comme les égrégores de pays, les égrégores de religion, les égrégores de villes, de villages, de familles, les égrégores liés à l'éducation qu'on a, au milieu et tout ça. Au milieu, il y a des milliers d'égrégores. On est tous connectés à des milliers d'égrégores qui sont des espèces de formes pensées de groupes de personnes. Par exemple, il y a l'égrégore de la France, l'égrégore des États-Unis qui sont connectés à un égrégore plus global qui pourrait être considéré comme le subconscient collectif, pour faire simple. Les égrégores en eux-mêmes, c'est neutre, mais ils sont reprogrammés par les entités sans âme pour devenir négatifs, pour nous reprogrammer de manière négative. Par exemple, il y a un égrégore global à l'heure actuelle, à la fois connecté au faux sauveur externe avec le canard et le parfum Elon, et il y a à la fois un égrégore de peur avec les menaces venant de méchants dictateurs dans d'ex-pays d'Union soviétique, je n'en parlerai pas plus, ou bien des menaces fantômes. Donc ça s'est ajouté en permanence, et tout ça, ça fait que l'égrégore global et les égrégores de pays qui contaminent ensuite les égrégores familiaux et un petit peu partout, vibrent très, très, très bas, puisque les gens sont à la fois dans l'attente du faux sauveur externe, dans la dévotion, dont on a déjà parlé, et dans la peur. Donc, c'est des égrégores qui vibrent très bas, et les égrégores reprogramment le subconscient, et donc notre ADN, et donc notre canevas de réalité qui va, si les égrégores vibrent haut, on va créer un canevas de réalité qui vibre haut, mais si les égrégores vibrent bas, on va créer un canevas de réalité qui vibre bas, compatible avec les entités sans âme, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine, donc elles ne peuvent pas projeter une réalité au-delà d'un certain seuil, ou en tout cas nous affecter au-delà d'un certain seuil. Donc elles font tout pour nous tirer vers le bas et pour nous faire créer notre propre prison. Et en plus, les égrégores sont modifiés par des technologies d'entités sans âme et par des technologies liées au CMI qui collaborent avec les entités sans âme, puisqu'il y a eu des accords qui ont été passés entre complexes militaro-industriels
et entités sans âme. Donc ça, allez sur le site Au-delà de l'illusion pour en savoir un petit peu plus sur ces accords. Mais globalement, il y a ça. Puis ensuite, et ça, c'est beaucoup plus subtil, comme les entités sans âme sont en train de mettre en place les inter-univers sur Terre et que notre réalité est modifiée par des épandages, par des projets comme le projet Arpetou, c'est pour modifier la réalité, par aussi la projection des interunivers, par aussi les actions directes des entités sans âme, notre réalité est en train de modifier. Et la vibration n'est pas en train d'augmenter, mais en train de diminuer. J'explique ça dans d'autres vidéos, je ne vais pas y revenir. Et ça diminuera tant que les gens n'auront pas compris que les pouvoirs créateurs sont usurpés par les entités. Donc, plus la réalité vibre bas, plus il y a d'entités qui sont présentes. Et il y a de plus en plus d'entités qui marchent physiquement parmi nous. Ce qui explique les hybrides, ce qui explique les phénomènes de shapeshifting, ce qui explique que de plus en plus de gens ont des rencontres avec des entités sans âme dans le contexte du quotidien, même au supermarché et tout ça. Pensons aux entités aux yeux noirs, par exemple. Ça explique qu'il y a de plus en plus d'abductions aussi parce que les entités se manifestent maintenant ouvertement dans notre réalité sans passer par les bases souterraines. Les entités sont parmi nous, alors qu'avant elles devaient passer par la possession, elles passent encore par la possession, mais elles se manifestent physiquement. Du reste, ce sont des entités physiques, même si leur physique est différente de la nôtre. Donc, comme il y a de plus en plus d'entités, en plus de nombreux false flags, notamment les événements de 2001 et de 2020, qui sont des grands rituels sataniques ont ouvert des portes dimensionnelles, il y a de plus en plus d'entités qui rentrent dans notre réalité. Et des technologies comme le CERN, ça ouvre des portes dimensionnelles. Donc il y a de plus en plus d'entités qui nous affectent physiquement, ce qui explique aussi l'augmentation du nombre de personnes qui disparaissent puisque ces entités sont prédatrices, voir le travail de David Paulides, qui nous affecte aussi physiquement par les abductions, qui nous affecte astralement par les abductions astrales et qui nous affecte au niveau des pensées par les pensées intrusives. Et là, il y a de plus en plus de pensées intrusives qui sont ou des pensées négatives pour créer des disputes, pour créer de la peur et tout, ou des pensées qui mènent vers des voies de garage. Et ces pensées intrusives créent de la tristesse, de la peur et des disputes. Ça agit sur notre subconscient, ça agit sur notre ADN et ça nous fait créer un canevas de réalité individuel et collectif extrêmement bas. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est très, très, très important à comprendre que les pensées intrusives, ça fournit du louche aux entités, parce que quand on a une mauvaise pensée ou une peur qui vient d'on ne sait où, ça vient de ces entités. Et ça a été démontré par Jerry Marzinsky, le docteur Wilson Van Dusen dans les années 80 et 90, et par des gens comme Emmanuel Swedenborg. C'est pas nouveau. Même du reste, des gens comme Hergé et tout ça représentaient Milou avec un ange et un démon qui pensaient pour lui. Ils avaient compris ce concept de pensée intrusive. Les anciens l'avaient compris, mais ça s'est oublié. Donc les pensées intrusives sont là pour créer de la peur, de la tristesse ou mettre les gens dans des voies de garage et créer un maximum de louche pour ces entités, pour qu'elles se nourrissent. Et après, ça affecte le subconscient, ça rend triste, donc ça nous fait créer une réalité de basse vibration. Et à partir du moment où on vibre à un niveau bas, elles affectent
de plus en plus notre subconscient, mais aussi le subconscient ou l'inconscient collectif, puisque si toute l'humanité vibre bas, forcément les entités vont plus affecter notre subconscient collectif. Et d'autres, et donc, do- et donc, euh, donc on va créer une réalité de basse vibration. Donc ces capacités créatrices, c'est quelque chose qu'on a tous. Tous les humains qui ont une âme et une connexion divine ont des capacités créatrices. On peut agir sur la réalité. Par exemple, un artiste, par ses capacités créatrices, va agir sur la réalité. Quand il crée son œuvre, il va agir sur la réalité. Mais on va voir que la pensée est aussi créatrice. Un architecte, quand il a la pensée, par exemple, de construire une maison, si il s'y prend, il construit une maison, et une très belle maison. Après, s'il fait rien, bien évidemment, mais sinon, il fait. Mais la pensée, et on va voir des exemples concrets, c'est vraiment quelque chose qui crée. Et tout, tout est fait pour vampiriser tout est fait pour vampiriser notre énergie. Absolument tout. Et pour nous faire créer une réalité de basse vibration. Donc, les capacités créatrices, ça c'est quelque chose, j'ai quelques exemples précis pour vous montrer les capacités créatrices. Et ce n'est pas quelque chose de métaphorique ou de philosophique. C'est quelque chose qui est absolument vrai. Euh, au début des années 2000, j'étais extrêmement ami avec une vieille dame. D'ailleurs, c'était une amie de ma mère qui était un petit peu comme une grand-mère adoptive. Et cette dame, c'était vraiment un phénomène. Donc, je me rappelle que pour mes 20 ans, en 2000, j'avais eu une trottinette pliable, que j'ai encore du reste. Et cette dame avait 79 ans. Et elle faisait encore de la trottinette. J'avais prêté ma trottinette, elle faisait de la trottinette. Donc vraiment un phénomène. C'était une dame qui vivait seule, une bonne vivante et tout. Enfin, c'était quelqu'un vraiment, je rigolais énormément avec elle. Et cette dame, elle disait toujours, et ça depuis que je la connaissais, parce que je la connaissais depuis que j'avais 2 ou 3 ans peut-être. Et elle disait toujours, quand on a 80 ans, la vie est finie. Croyez-moi ou pas, une semaine avant ses 80 ans, elle a commencé à avoir mal au ventre. Et là, il lui a été diagnostiqué, je ne sais plus quoi, un problème qui a nécessité une très grande opération. Suite à son opération, son état a décliné et elle a complètement diminué. Après, elle a perdu la mémoire et tout ça, alors qu'elle n'avait pas de maladie d'Alzheimer, rien. Comme ça. Et pour moi, cette personne a littéralement créé, mis dans la réalité le fait qu'à l'âge de 80 ans, à l'âge de 80 ans, euh, la vie s'arrête, ce qui est bien évidemment complètement faux. Il y a des gens à 95 ans qui sont encore en train de faire des jogging et tout ça, mais elle s'était programmé ça. Donc, c'est voir jusqu'où ça va. Ma mère est décédée l'année de ses 79 ans et elle avait toujours dit qu'elle ne voulait pas vivre au-delà de 80 ans et qu'on mourrait à 4 heures du matin, ce qui est absolument des superstitions. Mais elle est morte à 79 ans, à 4 heures précises le matin. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu les capacités créatrices qu'on a. Et
Et ça peut être vraiment dans le bon sens du terme aussi. Par exemple, l'effet placebo. Si quelqu'un croit très fort que de l'eau et du sucre, croit très fort en quelque chose, la chose va se réaliser. Et je vais vous donner un exemple très précis. Dans les années, il y a quelques années, 5-6 ans, il y avait un professeur de psychologie qui avait décidé de faire une expérience. Donc pour cela, il avait réuni une dizaine d'étudiants et il a emmené ces étudiants à un pub. Donc là ils ont tous commencé à boire de la bière. Il a dit, bon ben, je voulais vous faire une surprise, vous êtes des étudiants brillants, donc on va se faire une soirée bière. Et c'est moi qui paye la bière. Donc le professeur a payé des rounds de bière un petit peu à tout le monde. Donc là, tout le monde prenait plusieurs pintes de bière, 4-5 pintes de bière, vraiment, parce qu'ils payaient tout ça, c'était la fête et tout. Et il y avait des gens qui commençaient à avoir la tête qui tournait, d'autres qui commençaient à avoir vraiment tous les symptômes du binge drinking et tout ça. Il y avait même des personnes qui allaient vomir. Donc voilà. Et il y avait un ou deux étudiants qui ne voulaient pas boire, qui prenaient des soft drinks et qui se disaient, mais ce professeur, le professeur Smith, on va l'appeler comme l'agent Smith de la matrice, le professeur Smith, il perd complètement la tête. Mais bon, ils ont tous passé une bonne soirée. Donc le lendemain, le cours de psychologie a eu lieu. Beaucoup d'étudiants n'étaient pas là parce qu'ils avaient la gueule de bois. Donc, une semaine se passe et là, un autre cours de psychologie. Et là, tous les étudiants sont là et tout. Et le professeur leur dit, je dois vous confesser quelque chose. La semaine dernière, quand on est allé au pub, personne n'a bu une goutte d'alcool. C'était une expérience que j'avais faite. En fait, vous avez bu tous de la bière sans alcool. Mais la plupart des gens avaient tous les symptômes de l'ivresse, mais en fait n'avaient pas une goutte d'alcool dans le sang. Et ça, c'est une expérience. C'était passé même dans un documentaire et tout. Donc, ça montre bien comment on crée la réalité. C'est un truc de fou, cette expérience. Ça montre comment on crée la réalité. Quand, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des missionnaires apprenaient aux Papous l'eau courante, donc dans les années 50, ils leur ont montré un film. Ils ont fait une projection de film sur l'eau courante et sur le lavage des mains. À la fin, les missionnaires du reste complètement pris par les sociétés secrètes et tout ça, parce que voilà, ce qu'ils ont fait, c'était abominable. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, à la fin de la projection, les missionnaires disent aux Papous, dites-nous ce que vous avez retenu de ce film. Et les Papous dites-nous ce que vous avez retenu de ce film. Et les Papous, qui avaient une notion de film, parce que souvent les missionnaires montraient aux Papous des films pour soi-disant leur donner la culture occidentale et tout. C'est assez écœurant, mais bon, ils connaissaient la notion de film. Et par contre, ils ne connaissaient pas la notion d'eau courante. Donc, les Papous ont répondu, ben, on n'a rien vu, on a vu un écran blanc, tout ce qu'on a vu, c'est un poulet qui passait sur l'écran. En fait, les Papous, l'eau courante ne faisait pas partie de leur réalité, puisque c'était des peuples de chasseurs-cueilleurs à l'époque. Il y a d'ailleurs des tribus encore totalement isolées en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et c'est très bien qu'elles ne soient jamais découvertes parce que il faut qu'elles continuent leur mode de vie et tout ça pour se protéger de tout ça. Donc
c'est vraiment très très bien, mais à l'époque, c'était tout un pays presque de chasseurs-cueilleurs qui vivaient encore un mode de vie traditionnel de chasseurs-cueilleurs. Donc le concept d'eau courante ne faisait pas partie de leur réalité. Donc ensuite, quand ils ont vu le film, ils ne pouvaient pas voir l'eau courante puisque ça ne faisait pas partie de leur réalité. Donc là encore, on voit comment littéralement on crée notre réalité. Euh, Michael Talbot parle quand il était jeune, d'un hypnothérapeute qui faisait passer une pomme de terre pour une pomme et une orange pour une banane. Et carrément, un hypnothérapeute, donc à une fête où était Michael Talbot, euh, les, les organisateurs de la fête avaient invité un hypnothérapeute et ensuite, ensuite il y avait une personne, il y avait une jeune fille qui était devant son père, et derrière la jeune fille, il y avait une personne qui tenait une montre. Et l'hypnothérapeute, par suggestion, par des fois, avait hypnotisé le père. Et il a demandé au père de lire l'heure qui était sur la montre, qui était derrière sa fille. Et là, le père, il lit l'heure qui avait été tournée avant sur la montre, comme si de rien n'était. Et en fait, l'hypnothérapeute, par suggestion hypnotique, avait effacé littéralement la fille de la mémoire et de la perception du père. Il ne voyait pas sa fille et il ne savait même plus qui elle était. Ou s'il savait qui elle était, mais il ne la voyait pas. En fait, l'hypnothérapeute, je précise, avait par suggestion hypnotique empêché le père, de voir sa fille. Et donc, il lisait la montre à travers la fille. La fille ne faisait plus partie de la réalité du père. Donc, on voit bien que nos capacités créatrices de la réalité. Donc, ça explique que dans un certain événement qui a eu lieu en 2020, euh, des gens, sont tombés malades, et alors que il y avait rien, que c'était en grande partie bidon, parce qu'il y a eu tellement de propagande à propos de certaines choses via via la presse et tout ça, que ça a reprogrammé le subconscient collectif des gens pour qu'ils créent une réalité compatible avec ça. Et ça a littéralement rendu des gens malades. C'est l'effet. Et beaucoup de personnes malades du reste. C'est l'effet nocebo. Donc ça, c'est vraiment une opération de magie noire à grande échelle par suggestion. Et la suggestion, ça agit tout simplement sur la perception de la réalité. Et c'est connecté à nos capacités créatrices. Donc les entités sans âme détournent nos capacités créatrices. Si on prend conscience de la présence d'entités et qu'on se crée notre propre bonheur dans le quotidien et qu'on transmet ce bonheur à un maximum de personnes, on crée une réalité qui est incompatible avec la manipulation des entités sans âme, puisqu'on a une connexion divine et nous, on peut élever notre vibration à l'infini, alors que les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Donc, les entités sans âme détournent nos capacités créatrices pour qu'on crée le canevas de réalité qu'elles veulent, mais elles ont aussi très peur de nos capacités créatrices. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que tout est fait pour casser notre conscience, pour nous rendre esclaves du subconscient et donc des pensées intrusives, parce que conscience et capacité créatrice sont liées. Et les entités sans âme n'ont en fait pas de conscience d'elles-mêmes. Elles sont branchées
sur une conscience collective. Mais elles n'ont pas à proprement parler de conscience d'elles-mêmes. Du reste, c'est le message qu'elles donnent à certains contactés et à certains abductés. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Les djinns, dans la mythologie arabo-musulmane, qui n'est pas une mythologie, parlaient très souvent de cette conscience collective. John Keel avait recueilli des témoignages de personnes qui avaient eu des contacts avec des entités, qui leur disaient que les entités disaient à ces contactés qu'elles ne formaient qu'un. Donc il y a cette conscience collective. Du reste, les humides dont on a parlé disaient être connectés à une conscience collective. C'est le transhumanisme. Ils disent encore être connectés à une conscience collective. C'est littéralement le transhumanisme. Ça, c'est capital à comprendre. Les entités n'ont pas à proprement parler de conscience d'elles-mêmes. De même, les personnages non-joueurs qui n'ont pas de connexion divine n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Moi-même, j'ai eu constaté, il y avait un jour un personnage non-joueur qui venait d'être diagnostiqué avec une maladie incurable. La seule chose qu'il a dit, c'est la vie, c'est la vie. Pas d'inquiétude, rien, c'est la vie. Comme si un programme, comme s'il suivait un programme. Alors que personnellement, si on me diagnostiquait avec une maladie incurable, et je m'en fiche que pensent les gens et tout, j'aurais très peur. Et je le dis très clairement. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de moi-même. Et c'est pareil avec les gens qui ont une connexion divine et une âme, on a conscience de nous-mêmes. Mais il y a des gens qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Les personnages non-joueurs sans connexion divine. Et les entités sans âme, elles n'ont aucune conscience d'elles-mêmes, en tout cas, pas de conscience telle qu'on le dit. Attention, les personnages non-joueurs n'ont rien à voir avec les entités sans âme. Les personnages non-joueurs sont tout simplement là pour renforcer les normes de la matrice et tout ça, mais ce ne sont pas des gens méchants. Si l'on reste dans leurs normes, si on ne leur parle pas de spiritualité, de choses qui dérangent, ce ne sont pas des gens méchants, alors que les entités sans âme vont détruire. Les personnages non-joueurs, c'est comme dans des jeux vidéo, des personnages qu'on voit dans un jeu comme SimCity, il y a des personnages qui marchent et tout ça dans les rues, c'est ça. Mais ils ne modifient en rien le jeu. Les entités sans âme peuvent modifier le jeu, la simulation, et sont maléfiques, disons très clairement les choses. Donc, les entités sont toutes pour faire une comparaison, comme des ordinateurs connectés à Internet. Sans la conscience collective, elles ne sont rien. Et même la conscience collective de ces entités est une conscience synthétique. Donc ces entités n'ont pas accès à la conscience organique ni à la connexion divine. Et c'est pour cela que les entités sans âme ont programmé dans notre ADN par modification génétique le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est le robot pilote. Et c'est au niveau de ce subconscient que vont agir les pensées intrusives. Cette notion de subconscient, les Amérindiens en parlent avec le prédateur en forme d'araignée qui faisait des modifications génétiques, prédateur connecté à des nanotechnologies. Castaneda aussi en parle quand il parle de cette conscience, le chaman Don Juan Matus en parle à Castaneda, quand il parle aussi du prédateur qui a modifié la conscience. Même la Bible évoque le subconscient. On retrouve cette notion de mise en place du subconscient dans la notion de chute et tout ça qu'on retrouve un petit peu partout. En tout cas, le subconscient est responsable de 99,99% de nos actions si on a une connexion divine mais qu'on est endormi, et
si on a une connexion divine et qu'on est en cours de réveil, et ça m'inclut, et ça inclut tout le monde, ou presque, qui regarde ces vidéos. Si on est un peu en cours de réveil, on est régi à 98-99% par le subconscient. C'est pas flatteur pour l'ego, mais c'est vrai, tout du moins en Occident. Après, peut-être dans certaines tribus très isolées, au contact de la nature, peut-être même chez des peuples comme les aborigènes et les Amérindiens, peut-être que c'est que 90%, mais en tout cas, c'est une très très grande partie de nos actions sont régentées par le subconscient, même quand on est en cours de réveil. Pour les personnages non joueurs, c'est 100%. Et le subconscient, c'est connecté à l'ADN. Et ça écrase notre conscience. Le subconscient, c'est quelque chose qui est programmé, et ça peut être reprogrammé directement par les entités sans âme, d'où les pensées intrusives. C'est reprogrammé par les égrégores, et c'est reprogrammé par les intelligences artificielles qui sont responsables de plus en plus de pensées intrusives. Même dans l'astral, il y a le corps astral qui a les mêmes mécanismes que le corps physique, mais adapté à l'astral pour le subconscient. Donc le subconscient, c'est quelque chose qui nous manipule dans la vie physique, dans l'entre-deux-vie et dans les différentes vies simultanées, puisqu'on ne parle pas de vie antérieure et de vie future, mais de vie simultanée. Et il y a énormément d'éléments de la culture populaire qui sont là pour reprogrammer notre subconscient, pour qu'on crée une réalité, pour fine-tuner le canevas. Par exemple, les entités sans âme nous font créer une réalité de basse vibration pour qu'elles projettent leur plan, mais si elles ont besoin d'une modification de leur plan ou d'un autre niveau de consentement à leur plan, elles vont utiliser les égrégores connectés à la culture populaire, connectés à la dimension cinématographique, pour qu'on fine-tune en fait le canevas de réalité, pour que l'événement soit programmé comme le veut, pour que l'événement puisse être projeté exactement comme le veulent les entités sans âme. Et ça explique avec la rétrocausalité et les pensées intrusives, où les entités inspirent des auteurs, les réalisateurs, pour faire des programmations prédictives. Ça explique les programmations prédictives. Par exemple, le roman Notre-Dame de Paris, c'était une programmation prédictive de l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame connecté à l'utilisation d'armes à énergie dirigée. En tout cas, c'est autre chose que la version officielle. Je n'en dirai pas plus. Mais toujours est-il que dans le roman Notre-Dame de Paris, écrit en 1880 par Victor Hugo, il y a le scénario de l'incendie de Notre-Dame. Donc, Victor Hugo a pu être inspiré, il avait un talent énorme, mais au-delà de ça, il a pu être inspiré par des entités sans âme qui l'ont utilisé via les pensées intrusives pour écrire le scénario qu'elle voulait. Et ça peut être aussi par les séances de spiritisme, par les sociétés secrètes, puisque Victor Hugo fricotait tous ces milieux. Mais en tout cas, il y a eu une inspiration par ces entités pour qu'il écrive ce roman, pour que ce roman, après, le système a poussé
ce roman ainsi que la réalité, puisqu'on est dans une réalité simulée, manipulée par les entités sans âme, et le roman a formé une sorte d'égrégore qui s'est cristallisé dans le monde imaginal, dans le monde des idées, qui a pris vie littéralement dans le monde imaginal, dans le monde des idées. Cet égrégore a ensuite affecté le subconscient d'une partie des gens qui avaient lu ce roman, mais aussi qui étaient branchés sur l'égrégore de ce roman, parce qu'on peut être branché sur l'égrégore d'un film ou d'un livre sans l'avoir lu. Et le subconscient de ces gens a été reprogrammé par l'égrégore pour que le canevas de la réalité soit fine-tuné pour que l'événement lié à l'incendie de Notre-Dame se déroule comme le voulaient les entités non humaines. Elles nous font littéralement créer la réalité en utilisant notre subconscient. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et ce roman a généré non seulement tout un égrégore qui a pris vie dans le monde imaginal et qui est utilisé en magie des chaos, j'en parlerai dans le webinaire, mais il y a aussi des tulpas, des formes pensées qui se sont solidifiées, qui ont pris une existence physique ou quasi physique, qui ont été générées de par ce roman, ce qui explique que des gens voient le fantôme de Quasimodo escalader Notre-Dame de Paris, alors Quasimodo n'a jamais existé en dehors du roman Notre-Dame de Paris. Mais c'est lié à la création de tulpas qui sont connectés à ces égrégores. Donc, de même, pour l'événement de 2001, il y a un épisode de la série The Lone Gunman qui le prédit 6 mois plus tôt, mais qui prédit totalement la version officielle, qui est d'ailleurs totalement bidon, puisque ça aussi c'est connecté à des armes à énergie dirigées et tout ça, mais tout est prédit, le scénario est complètement prédit dans un épisode des Lone Gunmen, une franchise d'X-Files, qui est sortie en mars 2001. Donc c'est pour dire que ça, c'est vraiment des égrégores qui prennent vie dans le monde des idées, qui impactent le subconscient des masses et qui ensuite fine-tune le canevas de réalité pour que l'événement puisse être, ou les événements puissent être projetés par les entités sans âme. Donc ça c'est évident. Et ça, c'est évident qu'il y a cette action sur le subconscient. Et l'inconscient collectif, le subconscient de l'humanité, peut aussi être reprogrammé en permanence par les entités sans âme. Et ça explique vraiment les magies à grande échelle, comme il y a eu en 2020. C'est de la magie noire à grande échelle qui passe par la reprogrammation du subconscient. Et tout est fait pour nous endormir, pour nous maintenir complètement dans le subconscient, pour qu'on ne soit pas conscient. C'est pour ça que tout est fait pour casser la conscience. L'art, par exemple, qui est l'expression de la créativité et de la conscience, a été complètement détourné. Et l'art n'est quasiment plus enseigné dans le curriculum parce que c'est fait exprès, il y a une envie de casser la conscience, de casser notre capacité créatrice. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, déjà, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire. Prendre conscience qu'on est dans un système de contrôle qui est lié à des entités non humaines.
la prise de conscience, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est prendre conscience, c'est vraiment prendre conscience c'est vraiment prendre conscience de la manipulation de ces entités sans âme. Et ça fait que l'on coupe notre subconscient, puisque la manipulation passe au niveau du subconscient, donc on coupe le subconscient. Et on coupe ensuite les pensées intrusives, ou en grande partie, puisqu'elles passent en grande partie par le subconscient. Donc c'est en premier lieu prendre conscience de la manipulation, de par les entités. C'est pas rentrer dedans, c'est pas rentrer dans le cirque de la politique, mais c'est de prendre conscience que c'est un cirque. Une fois qu'on prend conscience de quelque chose, que quelque chose est mis en lumière, on coupe littéralement le subconscient. Et le subconscient, c'est par là où nous manipulent les entités sans âme via les égrégores qui sont reprogrammés, via les intelligences artificielles et via les pensées intrusives. Donc c'est vraiment prendre conscience de ça. Par exemple, si on a une pensée intrusive qui arrive, c'est savoir identifier la pensée intrusive et prendre conscience qu'elle est là pour ne pas consentir à elle. Beaucoup de ces pensées intrusives provoquent des disputes et j'en parlais récemment avec quelqu'un et il disait que quand il se disputait avec sa compagne, quand tous les deux commençaient à se disputer, ils prenaient conscience que c'était des pensées intrusives dans 99% des cas et qu'ensuite il disait aux pensées intrusives de partir et que ça marchait quasiment à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on n'est plus dans le subconscient, mais dans le conscient, et les entités sans âme ne peuvent plus agir. Et prendre conscience, ça passe déjà par, bien évidemment, l'information. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec nous, mais ça passe aussi par la connaissance de soi. Ça passe par de l'introspection, et l'introspection, ça peut être le soir avant de se coucher, d'écouter le flux de pensée. Ça peut être aussi se focaliser, sur une tâche à la fois, parce que on a tous tendance à partir dans tous les sens, et moi le premier. Et il y a un magnétiseur du reste qui a très souvent participé à pas mal de mes conférences et tout ça, et du reste qui est un magnétiseur très très compétent, très sympathique et très ouvert d'esprit, avec qui on a beaucoup eu l'occasion d'échanger. Et lui, il a une technique simple, il se concentre sur le lavage des dents. Il essaye de ne penser qu'au lavage des dents, par exemple. Quand il prépare un repas, il se focalise sur son repas. Ça peut paraître bête, mais au moins, il coupe le subconscient, parce que le subconscient, c'est des flux de pensée qui, pour la plupart, viennent de l'extérieur. Donc lui, il se focalise sur une chose. Et ça a des résultats. Ça lui a permis d'identifier ce qui vient de lui et ce qui vient pas de lui. Mais après, chacun a sa propre méthode. Mais c'est vraiment une introspection. Ensuite, c'est comprendre qui on est, comprendre qu'on a cette conscience, cette connexion divine, cette connexion à la source qui est à la fois intérieure et qui est à la fois intérieure, qui est partout, mais qui est essentiellement cette énergie d'amour qui est à l'origine de la vraie création. C'est vraiment prendre conscience qu'on est des êtres conscients, prendre conscience qu'on est des êtres conscients, prendre conscience d'où on vient et ensuite le vivre à l'intérieur de soi. Mais c'est vraiment vivre cet état. Et c'est
pas évident parce qu'il y a des pensées intrusives qui attaquent en permanence. Mais c'est là où il faut arriver. Et il n'y a pas de méthode miracle. Chacun a ses propres méthodes. Et la conscience, ça transcende le programme. Par exemple, le programme, ça s'exprime aussi par l'astrologie, la numérologie. L'astrologie et la numérologie, c'est des choses, c'est vraiment lié à la programmation. L'astrologie marche parce que les astres, dans la théorie de l'univers électrique, qui est plus qu'une théorie, c'est des circuits électriques et cette réalité est électrique, donc ça affecte tout. Et l'astrologie, c'est aussi la programmation intrinsèque de cette matrice, de cette fausse création, parce qu'on est utilisé comme des pions des jeux vidéo, puisqu'on a la conscience qui est littéralement écrasée. Donc l'astrologie, quand un bon astrologue le fait, c'est quelque chose qui est hyper efficace. Il y avait une vieille astrologue qui m'avait dit un jour que tout est écrit dans les astres, que tout peut être prévu. La numérologie, c'est pareil. Quand la numérologie est bien faite, la numérologie, ça correspond au code de la matrice, à la programmation de la matrice. Donc, quand une numérologie est bien faite, ça fonctionne, ça prévoit tout, puisque c'est le programme, ça prévoit le chemin de vie connecté aux entités sans âme. Et du reste, quand les chemins de vie sont changés, la numérologie change. Et je suis même persuadé que les entités arrivent à changer le programme de l'astrologie. Alors ça, je ne sais pas comment, mais c'est connecté à l'effet Mandela. Et de plus en plus, je suis persuadé de ça. Mais en tout cas, ça fait partie du programme. Et ça marche à tous les coups quand c'est bien fait. Et malheureusement, ça peut être vraiment des événements très mauvais, mais qui arrivent, comme le disent les numérologues ou les astrologues. Même l'astrologue disait, mais tout est programmé. Je dirais que ça marche à tous les coups, sauf si on prend conscience. Parce que la conscience transcende justement la programmation. Et c'est pour ça que l'astrologie mal utilisée, c'est catastrophique parce que ça va renforcer la programmation. Quand quelqu'un dit c'est comme ça que ça se passe, ça va renforcer la programmation. Et c'est vrai, c'est la programmation. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais l'astrologie bien faite va dire il y a cette programmation, il y a ça qui va arriver parce que c'est dans le programme, mais ce que beaucoup d'astrologues, beaucoup de numérologues et beaucoup de cartomanciens, puisque les cartes ont aussi une vibration énergétique qui correspond aussi à la programmation et tout ça, ce que beaucoup oublient de dire, c'est que si on prend conscience de ça, si on est conscient, on peut faire le travail sur soi pour transcender. Le programme, c'est quelque chose de mauvais, ou renforcer le programme si c'est un événement positif qui doit arriver, comme un mariage, par exemple, ou quelque chose de bien. On peut renforcer la probabilité. Si c'est quelque chose de mauvais, puisqu'il y a peu de choses bien dans le programme, malheureusement, mais si c'est quelque chose de mauvais, on peut littéralement transcender le programme en prenant conscience. Et la conscience nous permet de dépasser le programme, ces entités sans âme, puisqu'on est des êtres créateurs. Et c'est pour ça que tout est fait pour casser la conscience, pour qu'on soit soumis au programme. Alors qu'on n'a pas à être soumis au programme si l'on est conscient, puisque la conscience, c'est le paramètre qui échappe aux entités sans âme. Et ce qui échappe aussi aux entités sans âme, c'est la créativité. C'est pour ça que l'art devient affreux, que tout est fait pour casser notre créativité. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire ce travail sur soi pour prendre conscience et vivre cette conscience. Et ensuite, en même temps, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien en
en se créant constamment son propre bonheur pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Donc ça peut être encore une fois par des choses simples, en prenant un verre avec un ami, en allant voir un bon film au cinéma, en allant marcher dans la forêt, en allant boire un café, en lisant un livre, des choses hyper simples. Si on voit un bon film, bien évidemment, prendre conscience du subliminal et tout ça dans le film, subliminal qui affecte aussi le subconscient. Quand on prend conscience du subliminal, ça nous affecte beaucoup moins. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, c'est transmettre ce bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. À ce moment-là, plus on vibre haut et moins elles ont d'impact sur nous, puisqu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain point par manque de connexion divine. Donc, on l'a vu, les entités sans âme, il y a deux choses qu'elles n'ont pas, mais que nous on a. C'est la conscience, c'est la conscience que nous on a, mais qu'elles n'ont pas, et c'est les capacités créatrices. Pour les capacités créatrices, les entités sans âme essayent de les détourner pour qu'on crée un canevas de réalité compatible avec leur programme archontique, le programme de la matrice. Donc ça, il s'agit de se créer son propre bonheur et transmettre ça à un maximum de personnes pour détourner, pour qu'elles ne puissent pas, pour détourner le programme des entités, pour qu'elles ne puissent pas projeter leur programme. Donc c'est nos capacités créatrices, c'est reprendre nos capacités créatrices. Et à un autre niveau, c'est littéralement, et je pense que c'est la chose la plus importante, savoir qu'on est des êtres conscients et prendre conscience de qui on est. Et ça passe par l'information et le travail sur soi. C'est en fait être conscient parce que les entités n'ont pas d'impact sur la conscience. Donc, en fait, il n'y a pas de sauveur. Tout ce qui parle de sauveur, c'est le programme. C'est une énorme manipulation, que ce soit le cirque de la politique, le cirque du New Age connecté aux entités sans âme. Le seul sauveur, c'est nous. Et comment on se sauve? En prenant conscience de la présence de ces entités, en prenant conscience de qui on est et en se créant une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà des entités sans âme. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup.